annonce que j'ai envie de partager avec vous pour vous donner un aperçu. Je m'inscris et on s'inscrit vraiment dans un contexte qui est un contexte très particulier, avec à la fois, bien sûr, et ça nous le savons tous, hein, des enjeux bien sûr sanitaires, mais je voulais aussi pointer le fait que on a aussi des enjeux écologiques qui sont vraiment d'actualité. Et c'est dans ce cadre-là aussi que le télétravail s'inscrit. Des enjeux géographiques dans le sens où il y en a quand même de plus en plus de boîtes aujourd'hui qui sont éparpillées sur le territoire. Donc, la question du télétravail, elle répond aussi à ces enjeux-là. Économique dans le sens où se déplacer aujourd'hui, ça coûte cher. Mais également, et c'est important pour la suite, se dire que quand on parle de management à distance ou de télétravail, on parle également de comment on fidélise finalement, comment on fait en sorte que les personnes restent dans notre équipe ou restent dans la boîte. La possibilité en tout cas qu'ils ont de travailler une partie du temps à distance, ça fait partie des enjeux importants pour rester dans une entreprise. Donc, on s'inscrit dans tout ce contexte-là. Et moi, pour aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, j'ai envie de vous proposer qu'on se donne comme objectif de pouvoir identifier des pistes de travail. Alors, je vais mettre ça, je vais mettre quand même ça en un petit peu plus grand. Voilà, ce sera mieux. Identifier des pistes de travail pour à la fois renforcer l'implication, bien sûr, mais aussi pour renforcer l'efficience. Alors, je ne sais pas si cette notion d'efficience, elle est parlante pour vous, si vous en entendez parler, si vous n'en pouvez plus, ou si c'est quelque chose de nouveau, mais moi, en tout cas, je lui donne une signification de comment faire le meilleur travail possible avec le moins de moyens possible, en tout cas en n'activant pas des usines à gaz. Donc, j'ai envie qu'on se donne cette intention-là pour l'atelier qu'on va vivre ensemble, avec effectivement le fait que on mixe le présentiel et le distanciel, qu'on se donne jusqu'à 12h30 précise, de façon à ce que vous puissiez ensuite reprendre vos activités. Et que le support, donc le Padlet que vous avez là, continue à être accessible également après la présentation. Il va également nous servir pendant la présentation, puisqu'il s'agit d'un support interactif, également très utile lorsqu'il s'agit de manager ou d'échanger à distance. Donc, ça peut être aussi une occasion de tester. Voilà, il y a déjà une personne qui l'a installé, et en tout cas de voir ce que ça donne. Donc voilà, n'hésitez pas ensuite à le garder, éventuellement à télécharger certains visuels si vous souhaitez le faire. Pour vous donner un aperçu des 5 temps forts de ce que l'on va vivre ensemble, on va prendre le temps de faire connaissance. Et dans faire connaissance, il y a l'idée de pouvoir identifier qui vous êtes, un peu plus quelles sont vos fonctions, que moi je puisse vous dire également quelques mots sur qui je suis, et puis qu'on puisse identifier également ensemble les défis que vous rencontrez quand on parle de travail à distance. Ça, ce sera le premier grand temps. On prendra également le temps d'identifier les impacts quand on parle de télétravail et de motivation. Finalement, concrètement, quels sont les impacts qu'on identifie? Et quand on parle de motivation, de quoi on parle exactement? Ça, ce sera le deuxième temps. Dans le troisième temps, ce qu'on fera, c'est qu'on se penchera sur manager à distance. Donc, manager à distance, ça veut dire qu'il y a manager. Et quand on parle de manager, en particulier en 2020, on prendra la peine d'identifier non seulement ce qui ne change pas et ce qui est là depuis que manager existe et qui est important de garder en tête, et également ce qui a évolué, ce qui a changé, ou en tout cas ce qui devient particulièrement important avec ce contexte de télétravail. Ça sera le troisième temps. Le nœud en fait de ce que l'on va travailler ensemble sera là autour des 4 leviers, et on verra ensemble comment est-ce que ces 4 leviers pour renforcer l'implication, que ce soit en présentiel ou à distance. Et j'ai vraiment envie qu'ensemble, et je dis ensemble, à distance également, on puisse réfléchir à comment on peut très concrètement activer ces leviers-là. C'est pour ça qu'il y a le côté interactif qui est présent.
Ça, c'est le 4e temps. Et enfin, pour le 5e, ce sera un retour vers le futur. Et je vous inviterai, les uns et les autres, à identifier une chose que vous avez envie de retenir par rapport à tout ce que l'on aura travaillé ensemble. Et puis également vous projeter dans quel est le prochain petit pas que vous pourriez faire pour justement mobiliser vos équipes à distance. Voilà pour l'aperçu sur cet atelier. Je pose la question aux personnes qui sont en face de moi déjà. Est-ce que c'est suffisamment clair pour vous? Est-ce qu'il y a des choses à... Ouais, ok. Et puis, je pose également, en tout cas, j'invite également ceux qui sont à distance à, si vous avez voilà, des interrogations, je ferai de mon mieux, en tout cas, pour pouvoir y répondre. Alors, dans justement question de faire connaissance, je vais d'ores et déjà vous inviter à passer à l'action et à aller voir du côté du Padlet. Donc, dans la première colonne, la colonne qui s'appelle Faisons connaissance. Et dans cette première colonne, je vais boire. Voilà. Ceci n'est pas de la chicorée, c'est une sorte de tisane, voilà, mais parce que je n'ai pas de chicorée à portée de main. Donc, dans cette première colonne, vous avez des propositions sur les fonctions que vous pourriez avoir. Donc, ce sont des hypothèses, mais je vous invite à vous positionner en cliquant sur le cœur si vous vous sentez plutôt manager, responsable d'équipe ou de service. Donc, pareil, hein, pour ceux qui sont à distance, je veux bien que quelqu'un fasse un essai déjà pour vérifier que ça fonctionne. Vous pouvez décliquer après. Si vous vous sentez plutôt, si vous êtes plutôt dans des fonctions RH ou formation, de gestion d'entreprise, ça a l'air de fonctionner bien, ou plutôt en fonction de pilote de projet, ou autre, si c'est encore autre chose. Si c'est autre chose, je veux bien que vous le mettiez en commentaire. Vous avez la possibilité avec le Padlet également d'ajouter des commentaires. Donc, ça m'intéresse de savoir si ça n'est rien de tout ça. Alors, il y a une personne qui a mis un cœur sur vos fonctions actuelles. C'est sympa, mais ça ne va pas beaucoup m'aider. Le cœur étant à mettre plutôt sur, plutôt sur les fonctions qui vont en dessous. Et donc, n'hésitez pas, là aussi, effectivement, si vous voulez nuancer, et il y a quelqu'un qui a mis DRH à temps partagé, ok, ça me donne déjà des éléments, le temps partagé. Voilà, je vous laisse compléter ça tranquillement, et puis je vais en prendre connaissance dans quelques instants. Alors, le temps de rafraîchir la page. Ok. Alors, à première vue, en tout cas, il y a 3 personnes parmi vous qui sont dans une fonction de manager et de responsable d'équipe. Par exemple, responsable de l'agence nantaise d'une entreprise adaptée. Ok, super. Donc, pour Aude, par exemple. Une personne qui est donc plutôt en fonction de DRH à temps partagé. Gérant d'un cabinet en gestion de patrimoine. Ok, donc voilà, on a Nicolas. Voilà, mais les autres sont là également. Hein. Et puis, pilote de projet, a priori pas. Donc, en tout cas, voilà, on a plutôt... et puis, pour Arnaud, du coup, ce serait plutôt de quel côté en ce qui vous concerne? Au niveau, moi, j'entends beaucoup au niveau de la communication. Ouais. Et de trouver, d'aménager les équipes pour avoir un juste niveau de délégation et de contrôle. Ok, donc vous mettriez plutôt dans du autre ou alors dans... C'est-à-dire que moi, sur l'application, du coup, j'ai cliqué sur différents éléments qui étaient à disposition. Par exemple, Ok. juste niveau de délégation et de contrôle, ça c'était... Ah oui, d'accord. Donc c'était juste la partie d'après. Ouais, eh ben, du coup, on va y arriver. Vous avez pris un peu d'avance. Ok. C'est plutôt responsable, manager responsable. Ok, ça marche. Donc, il y aurait a priori... Ouais, et ben n'hésitez pas en tout cas, si c'est pas trop tard, en tout cas pour vous positionner. Ce qui nous donnerait en tout cas un groupe composé principalement de managers et de responsables d'équipe, voilà, fonction formation et responsable d'entreprise. Ça nous donne déjà en tout cas un petit aperçu. Oui, mais oui, effectivement, le côté... oui, donc
s'il vous plaît, ne rentrons pas dans des cases. Merci de dire à cheval, parce qu'on peut être à cheval sans problème. Ça donne au moins juste un aperçu. Et puis, je vois quelqu'un qui se dit co-gérant d'une société de services informatiques, Jacques en l'occurrence. Ça donne en tout cas un bon aperçu. Je vous dis également un mot sur la casquette avec laquelle je viens aujourd'hui. Donc moi, je suis Mariam Pichelin, je crois que je l'ai dit, mais je le redis au cas où. Ce que j'ai simplement envie de partager avec vous, c'est que je viens avec la casquette de co-dirigeante de GoLearning. Et si je devais définir ce que c'est que GoLearning, je dirais que c'est un collectif de femmes et d'hommes de confiance. Pour nous, c'est vraiment important. Et de femmes et d'hommes qui sont vraiment persuadés que c'est possible d'allier la performance et le bien-être dans des entreprises, puisque notre principale clientèle est constituée de PME ou de groupes un petit peu plus importants et dans l'Ouest, parce qu'on aime être et rester dans l'Ouest. Pour faire ça, du coup, on va passer par de la formation, on va passer par de l'accompagnement, on va passer par des ateliers, mais je viens auprès de vous, non seulement avec cette casquette effectivement d'animation, de formation, d'atelier ou d'accompagnement individuel de dirigeants ou de managers, mais également avec la casquette de je sais ce que c'est que de gérer une boîte, en particulier avec un réseau en fait de partenaires qui travaillent très régulièrement avec nous. Et je sais ce que c'est que de bosser à distance et de chercher à rassembler tout le monde et faire en sorte qu'on aille tous à peu près dans la même direction. J'ai eu l'occasion ces derniers temps également d'accompagner plusieurs dirigeants qui se posaient les mêmes questions que moi. Et on a trouvé ensemble quelques solutions qui étaient plutôt encourageantes. Donc, je vous inviterai, si vous avez envie d'en savoir plus, à visiter mon profil LinkedIn. Mon propos n'étant pas de faire de l'autopromo à ce stade, mais plutôt de vous donner juste un aperçu de qui vous avez en face de vous. Pour finir de faire connaissance, du coup, on va rejoindre ceux qui ont commencé à répondre à la dernière question sur les défis majeurs. Et j'ai envie de vous proposer de prendre quelques instants pour choisir et mettre un cœur sur, parmi ces défis-là, lequel est le plus grand défi pour vous dans votre situation. Est-ce qu'il s'agit plutôt de mobiliser les équipes autour des objectifs, qui est le plus grand défi, d'avoir une communication fluide et claire? Un choix. Ouais, je vous propose un choix, parce qu'il y en a forcément un qui est un petit peu plus important que les autres. Mais on peut très bien imaginer que dans la réalité, tout ça soit des défis. Est-ce que c'est plutôt effectivement de partager et de faire remonter l'information, d'avoir une vision claire de qui fait quoi et des charges et de la tâche, ou trouver le juste niveau de délégation et de contrôle? Alors, je vois Aude de faire des signes de la tête. Est-ce que c'est parce que choisir, c'est renoncer, que renoncer, c'est difficile? Ouais, je comprends très bien. Ce qui est important, en fait, pour moi, là, c'est à la fois d'avoir une idée de ce que vous rencontrez, mais également que vous puissiez vous interroger sur, je rencontre plein de défis, mais il y en a peut-être un qui ressort plus particulièrement. Et je vais vous inviter pendant tout cet atelier à garder en tête peut-être ce défi majoritaire pour que vous puissiez vous fixer une priorité. Et c'est très important justement de prioriser pour avancer. Donc là, a priori, ce qui ressort, je regarde rapidement dans les défis majeurs, il y a 3 personnes qui positionnent plutôt le mobiliser les équipes autour des objectifs. Bon, c'est effectivement un élément qui est important. Il y a 3 autres personnes qui se concentrent plutôt sur trouver le juste niveau de délégation et de contrôle. Donc là, en tout cas, la tendance, elle serait plutôt autour de ça. Peut-être que tout le monde ne s'est pas encore positionné, mais ça donne en tout cas un bon aperçu. Ben oui, ce sont des vraies problématiques ou des vrais défis. Et l'idée, ça va être que tout au long de l'atelier, on essaye de voir quels petits pas on peut faire pour faire en sorte que ces questions de délégation et de mobilisation autour des objectifs soient un petit peu plus
clair et un petit peu plus facile à mettre en œuvre. Donc, ce premier aperçu ayant été fait, je vais reboire un petit peu. Comme ça vous fait également une pause de cerveau. Et puis, ce que je voudrais partager maintenant avec vous pour passer au point suivant, c'est une étude que j'ai découverte il y a assez peu de temps. Je trouvais intéressante, autour des questions de motivation et de télétravail. Donc, je précise, si jamais ça n'était pas évident, que sur le Padlet, dès que vous voyez un visuel, vous pouvez tout à fait cliquer dessus. Bon, pour ceux qui sont en face à face, ça va paraître tout naturellement, mais je le dis surtout pour les autres. Si vous avez envie d'y voir un petit peu plus grand, c'est tout à fait possible. Donc, l'étude que j'avais envie de partager avec vous, qui a été réalisée en mai dernier auprès quand même de 10 000 collaborateurs, elle nous dit des choses encourageantes et des choses un petit peu moins encourageantes. Les choses un petit peu moins encourageantes, c'est que a priori, comparé à la période précédente, donc un an auparavant, quand on sonde le sentiment d'apprendre et de progresser de ses salariés, quand on sonde leur sentiment d'être reconnus et encouragés, on enregistre une baisse de 8,1%. Alors, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est peu? Je ne sais pas, je demande du coup aux personnes qui sont en face de moi. Est-ce que ça vous semble pas très surprenant? Ouais. Ok. Ouais, ça a été fait le 7 mai 2020, donc en plein confinement. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Ouais, par rapport à l'environnement, en sachant qu'on est dans un cadre où il y a à la fois, ce qui rentre en compte, c'est à la fois le télétravail, mais aussi le confinement, on était vraiment en plein dedans. On était plutôt vers la fin que le début, mais quand même. Là, c'est une période où oui. beaucoup d'entreprises ont été forcées de réagir très vite. Tout à fait. Et donc, il y a peu de... C'est-à-dire, c'est pertinent et en même temps, je suis un peu mitigé sur l'aspect significatif d'entendre. Oui, voilà. Ça reste à un instant donné, dans un contexte qui est très particulier. Ce que je trouve intéressant, c'est de se dire, avec un peu de bon sens, oui, effectivement, c'est possible que quand je suis à bosser tout seul chez moi, je me sens peut-être un peu moins encouragée. C'est possible que j'ai un petit peu moins le sentiment de progresser. C'est assez humain. Maintenant, il faudrait voir un petit peu plus sur le long terme ce que ça donne, mais en même temps, dans le côté un petit peu plus encourageant, se dire qu'il y a quand même 68% qui estiment que leur boîte a réussi à maintenir la cohésion au sein de l'équipe, au sein de l'entreprise, c'est quand même pas rien. Je tiens à préciser, c'est une opinion qui ne concerne que moi, mais en France, on sait bien râler quand même. Quand on n'est pas content, on sait le dire. Donc, je trouve le chiffre plutôt encourageant. Et puis de se dire également que si quand même il y a 74% des salariés parmi ces 10 000 là, donc 200 entreprises, c'est quand même un panel suffisant, me semble-t-il, qui aimeraient que ce mode de travail perdure. Bon, il y a quand même des signes encourageants qui nous font dire le télétravail, oui, ça a des limites, mais il y a quand même des opportunités. Après, sur ces 74%, oui. Ce qui pourrait être intéressant à l'avenir pour ce genre de sondage, entre guillemets, c'est de voir selon les tranches d'âge. Oui, tout à fait. Alors, oui, complètement. Les jeunes, je constate dans mon entreprise, que les jeunes sont tout à fait dans cet esprit-là, mais les travailleurs plus âgés ont un petit peu plus de mal, etc. Donc, c'est pour moi quelque chose d'assez important. Eh bien, étonnamment, alors d'ailleurs, j'aurais pu mettre le lien, il faudrait que je mette le lien, parce que là, il n'est pas cliquable, le lien. Étonnamment, c'est le contraire qui ressort de l'étude. C'est sympa, ça. C'est intéressant, c'est-à-dire que ce sont a priori les jeunes. Alors, qu'est-ce que jeunes? Il faudrait vérifier. On est tous jeunes quelque part, mais ce sont les plus jeunes qui ont le plus souffert du fait de travailler à distance. Donc, je remettrai le lien en dessous pour que vous n'ayez pas à tout retaper. Et du coup, on peut en tout cas imaginer, c'est une hypothèse, mais que quand je n'ai pas eu l'habitude
de faire partie d'une équipe et d'avoir certains rituels, je peux être un petit peu perdue lorsqu'il s'agit de m'organiser tout seul chez moi. Possiblement, en tout cas. Donc, à creuser. L'impact, effectivement, voilà, de l'environnement dans lequel on est, bien sûr. Ça peut jouer complètement. Donc, il y a quand même, voilà, cette étude-là que j'avais envie de partager avec vous. Et puis, partager également le fait que là, si on prend un tout petit peu plus de hauteur, là, on était sur du très précis, et si on prend un petit peu plus de hauteur, ce qui va nous aider par la suite, c'est d'être au clair sur quand on parle de motivation, de voir exactement, de voir de façon un petit peu plus précise de quoi on parle. Alors, il y a plein d'études, plein de travaux, plein de bouquins. Je pense qu'on pourrait faire la hauteur de la Tour Eiffel avec le nombre de bouquins qui ont été écrits sur le sujet. Et j'ai envie de choisir juste un axe qui me sert beaucoup dans ma pratique de dirigeante et également dans l'accompagnement que je fais des dirigeants et des managers. Il y a un monsieur qui s'appelle Dan Pink qui a fait un travail formidable sur la motivation. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais on devrait tous avoir ce genre de choses-là en tête. Je partage ça avec vous. Quand on parle de motivation, et là, on est au-delà même de la question du télétravail, ben, il nous dit quoi? Alors, je vois déjà... mince, du coup, j'ai Arnaud, voilà, c'est ça, merci. Maintenant que j'ai confondu, mon cerveau est tout embrouillé. Je vois déjà Arnaud qui réagit. Il nous dit, en gros, il y a une époque, mais alors il y a vraiment longtemps, où ce qui nous motivait dans le sens, ce qui nous mettait en mouvement, je veux dire, il y a des liens en termes d'étymologie, c'était le fait de chercher à survivre. Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on travaillait pour avoir un toit et pour pouvoir manger. Ça, c'est ce qu'on appelle la motivation biologique. Et puis, ce qu'il nous dit également, c'est qu'on est quand même, dans nos sociétés actuelles, pour beaucoup, à passer à un autre type de motivation, dans le sens, une autre raison de se mouvoir et d'avancer. Et finalement, il nous dit, aujourd'hui, on a, dans la plupart des entreprises, une motivation de type bâton-carotte. C'est-à-dire qu'on va chercher soit à récupérer ou en tout cas à atteindre une récompense. Alors, est-ce que c'est un salaire? Est-ce que c'est une promotion? Est-ce que c'est de la reconnaissance? En tout cas, dans beaucoup d'entreprises, en tant que manager, on va motiver plutôt en mettant en avant la carotte ou alors en parlant du bâton. Si tu fais pas ça, voilà ce qui risque de se passer. Alors, on n'est plus dans une logique exactement de punition, hein. Le mot est un peu fort, mais c'est quand même le terme qu'il utilise. Et finalement, en fait, quand j'ai eu connaissance de ce travail-là, je me suis dit, mais bien sûr qu'on fait ça tout le temps, en fait. Voilà, fais-le parce que ça va te permettre ça, ou fais attention parce que sinon, il va se passer ça. Donc, je vous invite déjà, peut-être les uns et les autres, à vous interroger sur, dans votre environnement actuel, quelle est la part de la motivation bâton-carotte qu'il appelait motivation extrinsèque, tout simplement parce que ça ne vient pas de nous, ça vient de l'extérieur. OK ? Et ce qui nous invite à regarder, c'est que quand on parle de motivation, c'est très intéressant d'aller à la 3e génération de motivation, qui est la motivation intrinsèque. Alors, il y a un feu. Vous imaginez pourquoi, hein, c'est le feu intérieur. Et c'est la motivation qui nous invite à nous concentrer sur ce qui compte vraiment pour nous. Et on fait les choses pas parce qu'on nous demande, pas parce qu'on veut éviter quoi que ce soit, on fait les choses parce que pour nous, c'est important. Donc, à ce stade, ce que je vous invite à faire, c'est d'une part, voilà, faire un petit peu un peu de veille autour de vous et avoir dans vos entreprises respectives ou pour plusieurs, puisqu'il y en a qui sont sur plusieurs structures, de se dire c'est comment, quel est le type de motivation, puis ça se trouve, il y a encore la motivation 1.0 qui existe quelque part, c'est possible. Et puis, je vais également vous inviter à ce stade à prendre quelques instants plutôt d'introspection. Et je vais vous inviter à réfléchir, à revenir sur un moment dans votre vie professionnelle
où vous avez fait quelque chose uniquement parce que ça comptait pour vous. C'est pas parce que ça vous permettait d'atteindre quoi que ce soit, c'était pas pour éviter des conséquences négatives, c'est parce que pour vous, c'était important de le faire. Je vous laisse quelques instants le temps de reprendre une gorgée, également pour les personnes qui sont à distance. Ah, super, Jacques nous a envoyé le lien vers le sondage. Jacques, vous me direz combien je vous dois, hein, parce que là, vous me rendez bien des services. Mais en même temps, on n'est pas dans un système bâton-carotte, donc j'imagine que si vous le faites, c'est parce que ça compte pour vous. Voilà. Donc, d'ailleurs, je vais en profiter, voilà, pour copier le lien que Jacques nous a mis et le rajouter. Regardez, c'est hyper moderne dans le... Ah, bah mince, oui, c'est moderne, mais il faut quand même un petit peu de manipulation. Voilà, dans les commentaires, comme ça, vous le retrouverez facilement. Super, merci. Donc, voilà, n'hésitez pas pour les uns et les autres, si vous avez envie d'ajouter des choses. Si vous le mettez dans le Padlet, bon, comme ça, vous êtes sûr que ça reste. Est-ce que vous avez, je ne vais pas forcément vous demander laquelle c'est, mais est-ce que vous avez, pour les personnes que j'ai en face de moi, voilà, une situation, moi, en tête, où vous avez fait les choses parce que ça comptait pour vous? Ouais. Donc, voilà, j'espère également que les personnes qui sont à distance ont pu identifier au moins une situation dans laquelle vous avez pu faire ça. Et ça va nous permettre, une fois qu'on arrivera aux quatre leviers, de savoir ce qui fait que vous l'avez fait. Donc, je vous invite à le garder au chaud et puis on y revient dans quelques instants. Alors, je vous avais dit qu'il y avait 5 temps forts dans notre présentation. On a commencé un petit peu à faire connaissance. On a identifié ensemble quelques impacts du travail à distance sur la motivation et clarifier peut-être un petit peu plus de façon simple, hein, mais quand on parle de motivation, de quoi on parle? Cette logique de se mettre en mouvement. Et ce que je voudrais vous proposer maintenant, c'est juste un retour aux essentiels, ce qui va nous aider et nous permettre ensuite de travailler sur ces leviers pour renforcer l'implication à distance. Quand j'ai préparé cet atelier, je me suis interrogée sur comment est-ce que j'allais pouvoir aborder cette question de manager à distance, parce qu'il y avait quand même ce mot manager sur lequel je trouvais important qu'on se penche. Mais comment on fait ça sans rentrer dans des poncifs ou dans des choses qu'on a déjà tous vues et connues, mais en même temps en revenant aux essentiels. Donc, je me suis mis un beau défi. Et ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est là aussi une vision des choses que peut-être vous partagerez ou peut-être pas, et qui dit qu'il y a des choses quand même qui ne changent pas depuis que Manager existe. Et alors, j'ai envie de partager avec vous le visuel qui va avec. La première image, je ne sais pas si vous voyez, alors en plus on est à Nantes, donc voilà. Ce sont des chaînes d'esclaves. Alors, je ne tiens absolument pas à prendre à la légère ce que c'est que l'esclavage. Ce que j'avais envie de faire, c'était d'une part de vous faire réagir et également de partager avec vous une vision qui serait que depuis que Manager existe, il y a des points communs entre manager et gardien d'esclaves, ou plus exactement entre manager et gardien d'esclaves. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, pas que moi. C'est un philosophe qui s'appelle André Comte-Sponville, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, et qui nous dit la chose suivante. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, oui, ça me parle. Il nous dit, mais en fait, si on raisonne très basique, le point commun entre manager et gardien d'esclaves, c'est que leur travail, c'est de faire travailler les autres. C'est le seul point commun, normalement. Faire travailler les autres. Alors, c'est pas très joli, ça fait pas très 21e siècle, faire travailler les autres, mais pour autant, c'est quand même l'essence de ce que c'est qu'être manager, de faire travailler les autres. C'est le seul point commun
avec une particularité également, ce philosophe nous dit gardien d'esclaves, c'est peut-être plus facile que manager, parce que un gardien d'esclaves n'a pas besoin d'essayer de motiver son esclave. Et un manager, lui, a besoin d'essayer de trouver des leviers de motivation, parce que le bâton et la carotte, on le sait aujourd'hui, ça a une efficacité qui est limitée. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, ça fait partie en tout cas des invariants. Un deuxième invariant concerne ce que veulent les salariés. Et là aussi, ce qu'il nous dit, et qui, moi, m'a beaucoup parlé, c'est de dire, mais OK, le manager, il veut faire travailler ses équipes. Mais les gens, si on leur demandait travailler, bah, ils ne préféreraient pas. Si on leur laissait le choix, si on nous laissait le choix entre travailler et gagner au loto, bah, y a quand même une majorité d'entre nous qui probablement empocherait le butin du loto. Alors, en ce qui me concerne, je préférerais même pas choisir, j'aimerais bien faire les deux, parce que j'aime beaucoup le travail que je fais. Ouais, voilà. Ouais, si on peut faire les deux, ça peut être pas mal, hein, je suis d'accord. Mais il y a quand même une majorité de gens qui diraient, bah oui, mais moi, si je peux éviter de travailler, j'évite. Pourquoi? Parce que ce qui ne change pas, c'est que ce que veulent les salariés, dans les grandes lignes, c'est pas le travail. Ils veulent du bonheur, ils veulent être heureux. Et le travail est un moyen. Donc, c'est du très basique, mais je trouve que ça fait du bien de revenir à des essentiels et de se dire, le manager, son travail, c'est de faire travailler les autres. Les salariés, eux, bah, travailler, s'ils pouvaient éviter, ils éviteraient. Et les entreprises, bah, elles, qu'est-ce qu'elles veulent? Ça a été théorisé par un grand philosophe. Oui. Coluche. Ah oui, qu'est-ce qu'il disait Coluche déjà? Les gens ne cherchent pas un travail, un salaire leur suffirait. Oui, c'est ça. Les gens ne cherchent pas un travail, un salaire leur suffirait. J'avais oublié cette phrase. Ben oui, un salaire, en tout cas une somme financière, mais exactement. Donc, l'idée, c'est de se dire que, effectivement, les personnes, elles ne cherchent pas forcément à travailler, elles cherchent, en tout cas, à avoir un moyen d'être heureux. Et puis, les entreprises, si on y réfléchit, elles ne cherchent pas non plus du travail. Elles ne cherchent pas forcément à créer. Alors, c'est un peu provocateur, hein, ce que je vais vous dire, mais j'aime bien provoquer. Elles ne cherchent pas forcément à créer de l'emploi, sauf pour certaines. Je crois qu'il y avait une personne qui était dans une entreprise adaptée. Eh ben voilà, oui, pardon, c'est Aude. Donc, il y a certaines structures et quelques exceptions pour qui le travail est une fin en soi, et heureusement que ça existe. Pour la plupart des entreprises, le fait de créer de l'emploi n'est pas un moyen, enfin, n'est pas une fin, mais un moyen. Et pour la plupart, il s'agit de créer de la richesse. C'est pas un gros mot, hein, créer de la richesse. C'est juste que si on veut durer dans le temps, ben, il y a besoin, en tout cas, de rendre l'entreprise suffisamment rentable pour qu'elle fonctionne. Donc, en gros, dans ce qui ne change pas, c'est le fait que personne ne veut du travail. On veut du bonheur, on veut de la richesse. Donc, finalement, ça pose vraiment la question de ce que c'est que le travail. C'est pour ça qu'il y a des flèches. Le travail n'a pas de sens, c'est juste un moyen. Ça, parce que pour moi, ça fait partie vraiment des choses qui sont importantes à garder en tête dans du très basique et qui est là depuis longtemps. Alors, on pourra peut-être à la fin de l'atelier échanger sur les points de vue là-dessus, parce que c'est un point de vue qui peut se discuter. Mais je vous partage ça parce qu'en matière de travail à distance, ça a un vrai impact. Et là, je proposais qu'on passe du coup à ce qui, c'est pas tout à fait ce qui change, mais en tout cas ce qui devient essentiel. Et il y a 3 choses que j'avais envie de partager avec vous. Alors, tiens, il y a Laure qui dit travailler n'est pas qu'un moyen, c'est une valeur. Oh, alors là, on pourrait débattre. Là aussi, je partage juste une phrase, là aussi, de ce philosophe qui, moi, m'a beaucoup parlé. Il nous dit non, le travail n'est pas une valeur parce qu'une valeur, on n'y renonce jamais. La justice, on ne renonce pas à la justice. La solidarité, on ne dit pas on prend des vacances de solidarité. Et ce qu'il nous dit, moi qui me parle, c'est de dire que finalement, le travail, si on prend des vacances, ça veut bien dire que ça n'est pas quelque chose qu'on fait durer en permanence. On fait des pauses de travail, mais on ne fait pas des pauses normalement, en tout cas dans nos valeurs. Donc, là aussi, le débat pourrait être lancé. Je suis intéressée en tout cas qu'on puisse échanger là-dessus à un moment ou à un autre.
Et j'ai bien conscience là aussi que ça peut générer des avis divers et variés. Mais ce que je vous propose, c'est pour qu'on puisse aussi avancer, c'est qu'on se dise, OK, il y a des choses qui sont là et qui n'ont pas vraiment beaucoup changé. Et puis, la conséquence de tout ce qu'on vient de se dire, c'est que je pense qu'on l'a tous vu, avec le fait de travailler à distance. On a tous, à un moment ou à un autre, ressenti le besoin, alors je vais commencer par la fin, le besoin d'être en lien. C'est peut-être pour ça qu'on est là aujourd'hui, justement, pour se sentir un petit peu, un minimum en lien les uns avec les autres. Le besoin de se connecter les uns aux autres. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je me suis beaucoup rapprochée de ma famille depuis la période de confinement. Et également des personnes au sein de l'équipe de partenaires avec lesquels on travaille, de gens, je me suis un peu plus intéressée à eux et à leur vie. Je connais mieux leurs chats, leurs enfants, bref. Donc, on a tous besoin quand même, en particulier en ce moment, de liens. On a en particulier aussi besoin de sens. Je pense qu'on l'a tous vécu ou tous vu. Vous savez, le moment où on se dit, mais attendez, là, avec tout ce qui change, est-ce que je garde le même boulot? Est-ce que ça a vraiment du sens ce que je fais? Est-ce que je déménage? Est-ce que, bref, de mettre du sens dans ce que l'on fait, c'est à la fois une évidence, mais je trouve que là, c'était devenu, comment dire, plus concret, beaucoup plus concret, cette notion de sens. Et moi, j'ai plusieurs personnes autour de moi qui ont dit, en fait, ça sert à rien ce que je fais, donc je quitte tout, j'arrête et je recommence. En tout cas, je repars dans une autre direction. Et la troisième chose, et qui va justement nous guider pour la suite, c'est que la vision du manager que j'ai envie de partager avec vous, c'est dire que le manager, comme le travail finalement n'a pas de sens en soi, le manager, il change de fonction. Et en particulier, puisque nous travaillons à distance les uns les autres, on est dans un contexte économique qui est quand même fragile. Toutes les entreprises, structures quelles qu'elles soient, ont besoin d'avoir, je vais le dire de façon très simple, les meilleurs clients possibles. C'est à peu près une évidence. Qu'est-ce qu'un meilleur client? On pourrait en débattre, mais je viens à la question du désir. Et pourquoi est-ce qu'il y a une fille en train de se mordre le doigt? Il y a un rapport, promis. Si on dit toutes les entreprises ont besoin des meilleurs clients possibles. Pour avoir les meilleurs clients possibles, elles ont besoin d'avoir les meilleurs salariés possibles. Jusqu'ici, tout va bien? Pour avoir les meilleurs salariés possibles, vous pouvez soit les payer plus que tout le monde, sauf qu'à long terme, pour rester concurrentiel, ça va être compliqué. Ou alors, comme vous ne pouvez pas, sur le long terme, probablement les payer plus que les autres, il vous reste une possibilité en tant que manager, c'est devenir le professionnel du désir de vos équipes. Et c'est de dire, en particulier en ce moment, puisque le contexte économique est compliqué, puisqu'on manque de sens, puisqu'on manque de liens, le manager devient le professionnel du désir de ses équipes, c'est-à-dire son principal boulot, c'est de savoir ce qui les fait se lever le matin. Alors moi, j'aime bien ça, ça fait des années que j'accompagne et que j'expérimente aussi des choses en disant, mais arrêtez de plaquer des besoins sur le front des gens et essayez de savoir plus exactement ce qu'ils font qu'ils aiment les lundis matins. Ça, c'est une expression de Jacques Attali. Il avait dit un jour, moi, j'ai envie que tous les salariés du monde aiment venir au boulot le lundi matin. Bon, un jour, ça arrivera peut-être. Donc, finalement, on est en train de dire quoi là? On est en train de dire que, si je résume notre troisième point, qu'il y a des choses qui ne changent pas, il y a des invariants, et puis il y a également des choses qui ont évolué. Et si on dit le manager devient un professionnel du désir de ses équipes, il va falloir avoir une grille de lecture pour savoir ce qu'ils veulent. Donc, c'est mon moment hydratation pour que vous puissiez vous imprégner de la beauté de mes paroles. Bon. Ce ne sont pas les miennes, hein. Encore une fois, je ne fais que recycler et reformuler de façon différente des sources d'inspiration que j'ai pu avoir. Donc, si vous-même, vous souhaitez également vous hydrater, bien sûr,
N'hésitez pas. Et maintenant, je vais vous proposer de revenir à la situation que vous aviez trouvée tout à l'heure, là. Vous savez, celle où je vous avais demandé de chercher une situation où vous avez fait quelque chose parce que ça comptait vraiment pour vous. Et je vais vous inviter, puisque là, on va pouvoir justement identifier ce que l'on peut en faire. Je vais vous inviter à vous interroger sur, OK, quand j'ai fait cette chose-là, quand j'ai fait ce boulot avec vraiment, avec plaisir, sans qu'il y ait besoin de m'inciter à le faire, ben, pourquoi je l'ai fait? Et il est possible que vous l'ayez fait. Oups, c'est un peu petit, j'espère que ça va être lisible. Vous l'ayez fait parce que ça vous a permis de vous sentir en lien. C'est une possibilité parmi d'autres, évidemment. Ça vous a peut-être permis de vous sentir en lien, de vous sentir appartenir à une équipe ou appartenir à une structure, voilà, d'être connecté à des personnes. Ça, c'est une option. Peut-être que ce n'était pas du tout ça. Peut-être que ça vous a permis de vous sentir en maîtrise, dans le sens où vous vous êtes senti bon dans ce que vous avez fait. Vous vous êtes senti compétent, vous vous êtes senti fort ou forte, et tout en sentant que vous aviez encore la possibilité de vous améliorer. Voilà, ça, c'est une deuxième option. Peut-être que ce n'est pas du tout ça. Et peut-être que vous avez pris plaisir à le faire parce que vous aviez… Alors, j'ai mis un chef d'orchestre en me disant, bah, pour moi, la maîtrise, pour être chef d'orchestre, il faut être fort quand même. Hein. En même temps, on peut encore s'améliorer. Et puis, sur l'image de l'autonomie, il y a l'image du capitaine de bateau qui m'est venue. Peut-être que vous avez pris plaisir parce que vous étiez capitaine sur votre bateau. Peut-être que vous disiez, là, c'est moi qui mène ma barque. J'ai de la marge de manœuvre sur ce que je fais, sur la façon dont je le fais. Et peut-être même que je prends plaisir à ça et qu'on me laisse avoir cette marge de manœuvre. Ça, c'est une troisième option possible. Ou éventuellement, peut-être que vous avez pris plaisir à le faire parce que ça avait du sens. Dans le sens où vous saviez vers où vous vouliez aller, vous saviez ce à quoi ça participait. Donc, la fameuse question du sens au travail, là aussi, pourrait amener à plein de discussions. Et il y a beaucoup de poncifs qui ont été donnés dans le sujet, mais j'aime bien cette expression, trouver un but qui dépasse notre propre condition. Et là, j'ai envie de citer non pas un philosophe, mais mon fils, qui, il y a quelques années, il faudrait que je lui dise un jour que je le cite quand même dans mes interventions, qui, il y a quelques années, a dit à son petit frère, je ne sais plus, qu'il devait avoir peut-être 8 ans, je ne sais plus. Il a dit à son petit frère, tu sais, tous les travails, oui, à l'époque, il disait tous les travails aident forcément quelqu'un ou quelque chose. Puis ma première réaction, c'était de dire, ouais. Puis en y réfléchissant, je me suis dit, bah, effectivement, c'est pas faux. Tous les travails ou les travaux, je ne sais pas comment on dit, participent forcément à aider quelqu'un ou quelque chose. Donc, gagner de l'argent, aider une entreprise à gagner de l'argent, ça ne marche pas. Hein. Gagner de l'argent, ce n'est pas un but en soi. Donc, il y a l'idée de peut-être que ça aide des personnes à, je sais pas, à prendre du plaisir, à être mieux dans leur quotidien, à je ne sais quoi d'autre. Donc, en tout cas, voilà, il est possible que la raison pour laquelle vous avez fait ce que vous avez fait était parce que vous aviez identifié le sens de ce que c'était. Bref, tout ça pour dire quoi? Je vous présente ces leviers-là, ils ne viennent pas de nulle part, ils ont été issus d'une étude, de plusieurs études scientifiques, là aussi, donc il faudrait que je cite la source. Les deux personnes, je vais me noter pour ne pas oublier, d'une étude par deux personnes qui s'appellent Monsieur Ryan et Monsieur Deci. Et ils ont identifié que, quelle que soit la culture, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le pays, quel que soit l'âge, il y avait 4 leviers principaux qui nous amenaient à faire ce que l'on faisait. Si on n'a pas ça, il nous reste le bâton ou la carotte. Donc, j'espère, et là aussi on pourra en rediscuter, mais que vous avez pu déjà identifier, je pose juste la question, tiens, sans forcément qu'on rentre dans le détail, mais est-ce que là, parmi les 3 personnes que j'ai en face de moi, parmi ces 4 choses-là, vous avez pu identifier le ou les leviers
qui ont fait que vous avez fait ce que vous avez fait? Ouais, je vois plutôt des oui. Ok. Ok, donc j'espère là aussi que c'est le cas. Laure dit, votre fils a raison. Je lui passerai le message. C'est vrai que voilà, parfois, il y a besoin de revenir à des essentiels et de se dire, OK, si on sait aujourd'hui que quand on fait les choses pour ces 4 raisons-là, on les fait mieux, on les fait plus vite et on les fait plus volontiers que si on est sur du bâton ou de la carotte. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et là, on va revenir plus spécifiquement sur le travail à distance. Qu'est-ce qu'on peut en faire en matière de travail à distance? Et là, ce qui va être intéressant, ah oui, alors du coup, je vois dans les commentaires, maîtrise pour moi, dit Jacques. OK, donc c'était OK la raison pour laquelle vous avez fait les choses, OK. Et Anne-Marie nous dit, il y a que tous les travails aident à quelque chose ou à quelqu'un, il y a aussi tous les individus participent à aider les autres. Oui, effectivement. Oui, c'est ça, c'est qu'on aide forcément quelqu'un à faire quelque chose. Alors parfois, ça a du sens pour nous, ou parfois pas. Mais oui, complètement d'accord avec ça. Donc, ben, maintenant, il ne reste plus qu'à faire une chose, en fait. C'est à nous dire comment on peut, très concrètement, faire pour aider en particulier en termes de management à distance. Vous voyez, on revient sur notre sujet de base. Comment on peut faire en sorte que ces leviers soient activés et que vous deveniez ou redeveniez ou continuiez à être un ou une professionnelle du désir de vos équipes. Alors, ce que je voudrais vous proposer, c'est qu'on ait, je vais guider un tout petit peu votre réflexion, mais pas tant que ça. Je vais vous proposer qu'on se penche sur le premier levier. Et j'invite tout le monde, qu'il soit en face de moi ou à distance, à aller sur le Padlet. En sachant que les gens qui sont en face, on va peut-être un petit peu plus dans l'échange. À se pencher sur la notion de lien. Alors, il y aurait plein de façons de développer du lien, mais je voudrais qu'on concrétise un petit peu plus une vision, en tout cas un moyen parmi d'autres. Et ce que j'ai pu constater pour ma propre structure, mais également pour celle que j'accompagne, c'est que s'il y avait un moyen qui me semble être efficient dans le sens pas trop compliqué à mettre en œuvre et en même temps qui a un vrai impact, c'est ce que j'appelle les rituels et les visuels. Et donc, ce serait intéressant qu'on puisse s'interroger. Donc, pour ceux qui sont à distance, je vous invite déjà à commencer peut-être à écrire des choses sur comment concrètement, dans vos structures à vous, il y a des rituels et des visuels. Je m'explique tout de suite. Qu'est-ce qui est possible ou qu'est-ce qui est déjà fait, peut-être, chez vous, pour qu'il y ait des rituels par semaine, par mois? Par mois, c'est le maximum. Ou éventuellement par jour, hein, à l'aide également aidée d'un visuel, dans le sens où on a, alors, on pourrait parler aussi de management visuel, c'est un sujet en tant que tel, mais un rituel qui est autour d'un visuel, c'est-à-dire, je ne sais pas, ça peut être d'un Padlet, ça peut être en tout cas d'un visuel qui soit partagé par tout le monde. C'est important qu'il y ait les deux. Le côté à la fois ritualisé, parce que ça permet à cultiver le plaisir d'être ensemble et c'est important, mais également qu'on puisse avoir un visuel qui permet justement de partager des infos et de faire avancer les projets. Qu'est-ce que, alors je me tourne peut-être vers les 3 personnes que j'ai en face de moi, qu'est-ce qui est déjà fait ou qu'est-ce qui pourrait être fait pour cultiver du lien à l'aide de rituels et de visuels? Alors, Nicolas. Moi, je mets en place tous les mardis un rendez-vous entre 13h et 14h. Ok, donc le mardi, un rendez-vous entre 13, je fais la traduction si jamais tout le monde n'entend pas, entre 13 et 14h. Ok. Le premier mardi, le deuxième, le quatrième mardi, c'est une réunion où on se retrouve tous ensemble. Ok. Le visuel, c'est celui-là. Alors, c'est pas grave, nous on verra pas les autres, tant pis. Donc on a un visuel avec quelqu'un qui monte une sorte de montagne enneigée, c'est ça? Ok. On commence toujours par ce slide finalement qu'on projette. Ok. Il dit se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est une réussite. Ah. Ok, donc avec des phrases qui sont inspirantes, en tout cas qui ont pour but d'être inspirantes pour les équipes. Ok. Ok.
Donc voilà, là, on a l'idée effectivement de, voilà, on va au-delà de juste, je présente une slide, quoi. On a l'idée de quelque chose qui, en tout cas, peut générer de l'inspiration, peut générer peut-être de la motivation. En tout cas, j'imagine que c'est l'objectif. OK. Est-ce qu'il y aurait une autre idée à partager de quelque chose que soit vous avez fait ou que vous pourriez faire pour, et avec, si possible, en y rajoutant aussi le côté participatif. Participer à ce visuel dans le sens qu'elles voient concrètement leur contribution sous leurs yeux. Qu'est-ce que ça pourrait être? Nous, on travaille, alors, je ne vais pas avoir la notion, je ne pense pas qu'il y a la notion de cultiver le plaisir d'être ensemble, mais en tout cas, nous, on travaille en permanence sur un drive. Il y a un travail sur un drive, d'accord, OK. Donc un espace à distance pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Mais qui, même en présentiel, OK, c'est notre outil principal de travail, où on va retrouver tous les projets qui sont en cours, le planning, il y a un onglet sur le planning, un onglet sur l'avancée du projet en cours, tous les opérations en cours. On va retrouver les livraisons qui arrivent, qui partent. C'est vraiment il y a un suivi de l'activité. Voilà, et que chaque collaborateur vient enrichir en permanence afin que tout le monde soit informé. Donc, il y a le côté participatif, sans forcément que ce soit orienté sur le plaisir d'être ensemble, mais en tout cas, ça permet de faire avancer les choses et de partager des infos. OK. Donc là aussi, on a un aperçu d'un document sous forme de tableau. Ça, c'est le planning de chacun, mais on va retrouver tous les onglets, les OP en cours avec… technique, mais donc là, ça donne aussi un aperçu plutôt orienté sur le côté, si je utile et pratique, mais en tout cas, qui peut faire partie des rituels. C'est ça. Et ce que j'ai rajouté sur ce tableau à mon arrivée, c'est un onglet objet de réunion, parce que l'on fait des réunions d'équipe tous les 15 jours. D'accord. Mutualisé avec une autre agence qui est sur Angers, et pour que l'ensemble des collaborateurs puissent enrichir dans leur pratique quotidienne s'il y a quelque chose qu'ils souhaitent partager. D'accord, identifier leurs bonnes pratiques. Voilà, une info, une question. On va le rajouter sur cet onglet pour pouvoir le partager tous ensemble lors de la réunion de l'équipe. C'est ça. Donc là, en fait, l'intérêt, c'est que à la fois les personnes se sentent utiles et ça peut contribuer aussi aux besoins de sens. Et en même temps, ça permet de contribuer aux besoins de maîtrise de la part des autres qui, du coup, vont peut-être se sentir de plus en plus compétents. OK, ça fonctionne. On pourrait encore imaginer plein d'autres exemples. Ce que je voudrais garder en tête, qu'on garde en tête, c'est que, en particulier, là aussi, en particulier à distance, je vois qu'il y a des choses qui ont été rajoutées, je vais en prendre connaissance dans un instant. Justement, la notion de rituel, elle est super importante. Donc, Laure parle d'aider à discerner les talents et les faire grandir, oui. Anne-Marie nous parle d'un déjeuner, un midi, tous les 15 jours, au resto. OK, donc là, c'est quand on a la possibilité de se rassembler. Mais on pourrait très bien imaginer, avec un peu d'imagination, qu'une fois tous les 15 jours, on mange ensemble, mais à distance. Alors, il y a le côté rituel et moins le côté visuel avec le repas. En même temps, on peut se montrer nos assiettes si on veut. Et Jacques qui demande, on parle de choses à faire ensemble en présentiel ou en distanciel. Là, je me concentre particulièrement sur le distanciel, mais là aussi, on peut tout à fait imaginer des versions présentielles ou distancielles. En tout cas, sur la notion de lien, je rajoute peut-être une bonne pratique que je préconise et qui a vraiment de l'intérêt. Je trouve c'est d'avoir un rituel de météo du jour ou de météo de la semaine. Et juste d'avoir la possibilité et pourquoi pas avec des icônes, des émoticônes ou je ne sais quoi d'autre, en tout cas, avec un visuel, ça marche mieux. Juste de dire, OK, quelle est la météo de la semaine, le lundi ou le vendredi, par exemple. Et ce que je remarque, c'est que ça peut prendre très peu de temps, mais que ça permet à la fois de collecter des infos intéressantes et en même temps, ça permet de créer du lien parce qu'on parle de quelque chose qui n'est pas forcément directement lié à l'activité et qui peut avoir des très bons effets sur la cohésion et sur le lien au sein de l'équipe. Donc voilà, c'est des petites choses. Le Padlet est un bon moyen de faire ça. Ouais.
Moi, c'est un PowerPoint sur lequel on échange, ça m'a fait. Oui. Ah, mais oui. Ah bah oui, bah avec un Padlet, vous pourriez oui, complètement faire ça. Oui, tout à fait. C'est simple. Je fais pas de pub, hein, je veux dire, il y a sûrement des équivalents. Je crois qu'il y a des équivalents chez Planner. Il me semble que le logiciel Planner chez Microsoft fait à peu près la même chose. Il paraît qu'il est un peu moins visuel, mais c'est à peu près le même job. Donc ça fait partie des possibilités. Je suis attentive aussi à l'heure, donc je vais peut-être accélérer un petit peu, mais j'aurais envie qu'on s'en redise encore plus sur ce sujet-là. Pour ceux qui ont envie de rester après, ce sera possible, quitte à ce qu'on se reparle à un autre moment. Donc c'est des petites choses, mais en même temps, ça permet de cultiver le lien. Ce que j'avais aussi envie qu'on voit ensemble, c'est, alors là aussi, le sujet est très vaste, mais j'ai choisi un angle d'attaque pour développer l'autonomie. Je vous invite à vous interroger sur est-ce que vous avez déjà fait une galette des rois avec vos équipes? La galette des rois, c'est un outil qu'on a nommé comme ça parce que, alors là, je ne l'ai pas mis tel quel, mais il s'agit d'avoir 3 questions et puis on peut les mettre sous forme d'une galette pour que ce soit encore plus visuel. Particularité d'une galette, vous savez, c'est quand on coupe la galette, quand on tombe sur la fève, c'est pas très agréable. Alors, je vais essayer de le résumer parce que c'est vraiment pas l'essentiel, mais pourquoi est-ce qu'on a choisi cet outil galette des rois? C'est que parfois, quand on est dans des modes de fonctionnement avec des équipes, on n'a pas une vision très claire de où est la mission. C'est-à-dire, est-ce que la mission est plutôt prescrite? Je suis pas sûre que mon explication sur la galette des rois soit hyper convaincante, mais c'est pas très grave. On verra s'il y a besoin d'y revenir ou pas. En tout cas, l'idée, c'est que de se dire que c'est important que la fève soit clairement positionnée sur une des parts. Et en l'occurrence, que la mission, voilà, on va retomber sur nos pattes comme ça, que la mission soit clairement positionnée sur est-ce que c'est prescrit, dans le sens où ça ne peut pas bouger, soit parce que le manager l'a décidé, et à distance, c'est important de le préciser, soit parce que c'est des questions de sécurité, parce que c'est des décisions de la boîte, etc. Donc, en particulier à distance, je vous invite à, et si possible, de le dire et de l'écrire, qu'est-ce qui est prescrit et qui ne peut pas bouger. De préciser également dans la galette ce qui peut se discuter. Tel ou tel élément, ce n'est pas gravé dans le marbre, on peut avoir un échange là-dessus et on en décide ensemble, ou alors c'est le manager qui décide, mais en tout cas, ça peut être un sujet de discussion. Et également, justement, et c'est là où la partie autonomie est particulièrement importante, je vous invite à vous interroger sur est-ce qu'avec vos équipes ou est-ce qu'avec votre manager, vous êtes très au clair sur ce qui est libre, ce qui relève de l'autonomie, dans un cadre précis, bien sûr, et que la personne peut faire à sa façon, tant qu'elle le fait le tien. Et ça fait des années, en fait, que j'ai l'occasion de le constater dans des petites, des moyennes, des grandes entreprises. Je ne connais pas beaucoup d'équipes au sein desquelles ces 3 questions sont hyper claires. Moi-même, régulièrement, je m'interroge, en particulier avec mon associé ou avec les formateurs, et régulièrement, on fait évoluer notre galette des rois. Ce qui était prescrit devient discutable, ce qui était discutable devient libre, ce qui était libre parfois devient prescrit. Et en matière de travail à distance, c'est hyper important et d'en faire l'occasion de se dire, OK, maintenant qu'on bosse différemment, on va clarifier les horaires. Est-ce que c'est prescrit? Est-ce que c'est discutable? Est-ce que c'est libre, par exemple? Ou encore d'autres éléments. Donc là aussi, je vous invite en tout cas à regarder de votre côté ce qu'il en est et peut-être à en profiter pour faire peut-être un échange ou 2 pour bien clarifier ces questions-là en vous disant, je termine avec ça sur l'autonomie, que si vous ne trouvez rien à mettre dans le côté libre et que tout est dans le prescrit et dans le discutable, si vous avez en face de vous des gens qui ont plutôt besoin d'autonomie, si vous êtes un professionnel du désir de vos équipes, ils risquent d'être malheureux. Donc, voilà, regardons en tout cas si on peut faire quelque chose en particulier là-dessus. On a parlé de lien, on a parlé d'autonomie, donc je vais m'hydrater. Alors,
Je vois en même temps que Jacques partage qu'ils utilisent Google Chat pour rester en lien au travers de salons, un peu comme Slack. Oui, effectivement. Je n'ai pas utilisé Google Chat, mais Slack, j'utilise au quotidien. Et ce sont effectivement des moyens, en tout cas, de continuer à rester en lien. Donc, plus s'il y a des outils, alors il y en a peut-être pour qui c'est déjà très connu, et si en tout cas, il y en a qui ont envie de creuser ces outils-là, je vous invite à le faire, parce qu'il peut y avoir des choses intéressantes, en sachant que l'outil ne remplacera de toute façon pas, en tout cas, ne crée pas du lien automatique. C'est ce qu'on en fait qui compte. Si on revient sur les clés les plus concrètes possibles pour travailler à distance de façon efficace et confortable, la prochaine sera la notion de maîtrise. Et en particulier parce qu'on est loin les uns les autres et parce qu'on peut vite décrocher, je vous invite à pratiquer les strokes. Alors, stroke, ça parle? Strike, stroke, voilà, c'est ça. Ça vient de l'anglais, donc c'est un bon début. Ça n'a rien à voir avec le bowling, par contre. Je regarde aussi, voilà, n'hésitez pas au niveau du chat si le mot stroke vous parle ou pas. C'est en fait, il y a de ça. En fait, le mot stroke, non, il ne s'agit pas de frapper les gens. Hein, gardien d'esclaves, c'est fini, on l'a dit. Sur Google, accident vasculaire cérébral, non merci. Je ne sais même pas comment l'écrire. Stroke, ça veut dire accident vasculaire cérébral? À voir. En fait, bon, il est écrit là, un stroke. Voilà, vous l'avez sur le Padlet pour renforcer la maîtrise. Voilà, donner des strokes. En fait, le mot stroke signifie à la fois frapper, mais en même temps caresse. En fait, le mot stroke a une double signification. C'est un coup ou une caresse. En l'occurrence, nous, on ne va pas choisir le coup. Ce mot-là vient d'une approche qui s'appelle l'analyse transactionnelle, mais je ne vais pas rentrer dans les détails à ce stade. Et en fait, cette approche-là nous dit quelque chose de tout simple. Elle nous dit, si vous voulez envoyer des signaux de reconnaissance et d'encouragement, en l'occurrence pour renforcer le sentiment de maîtriser, pour renforcer le sentiment d'être compétent avec vos équipes, eh bien, choisissez plutôt la caresse que le coup. Et quand on dit caresse, très concrètement, le mot stroke est juste là pour s'en souvenir, ça signifie de donner du feedback positif, en sachant que la plupart d'entre nous, on ne sait pas faire ça, ou on le fait peu ou maladroitement. Et je vous invite à le faire de 3 façons différentes, en particulier quand on ne se voit pas beaucoup. C'est soit de faire un retour sur les résultats, tout simplement de voilà, tu as atteint tel résultat, c'était exactement ce qu'on voulait faire. Donc, juste précisément quel résultat la personne a atteint. Plus c'est précis, plus ça fonctionne. Ou alors sur les compétences. Peut-être qu'elle n'a pas atteint les résultats, mais elle a vraiment des compétences très développées dans tel ou tel domaine. Dites-lui en particulier parce que vous ne la voyez pas beaucoup. Ou alors, il ne reste parfois que les efforts. Et on l'a tous vécu. Il y a des gens qui sont très compétents dans un domaine, mais qui sont en train de monter en compétences dans d'autres et qui galèrent un peu. En particulier, je pense en particulier dans le télétravail, aux équipes qui ont du mal à utiliser les outils à distance et qui galèrent avec ça. Ne serait-ce que de saluer l'effort qui a été fourni. Il n'y a pas forcément de résultat, il n'y a pas encore les compétences, mais il y a au moins un effort qui a été fourni pour se connecter avec le micro, sans bruit derrière. C'est du basique, mais ça compte. Donc, voilà, j'ai envie de vous proposer aussi d'identifier ces petites pistes toutes simples. Oui. Ah ben, on a de la visite. Messieurs, dames, rebonjour. On finit dans 15 minutes. Ah, et là, ça pose un… C'était jusqu'à 12h30. Alors, j'interviens dans le sens où on a des personnes qui attendent, sachant que pour eux, c'était midi. Donc, je ne sais pas ce qui avait été convenu, je suis désolé d'interrompre, si ce n'est qu'eux-mêmes sont en visio. Ah donc, en termes de gestion d'espace, vous avez combien de personnes en visio? 5. 5, d'accord. Bonjour, partez pas hein, les gens à distance. Hein. Pardon. Voilà, pas de problème. Donc, voilà. Du coup, moi, je peux terminer en 5-7 minutes, mais j'ai besoin de ces 5-7 minutes.
Bon, prenez les 5-7 minutes. Je suis vraiment désolé, mais j'étais pas dans la coordination du timing, mais si ce n'est que la gestion des salles aujourd'hui en présentiel et visio. Oui, c'est compliqué. Technique. Ok, eh bien, on va terminer. Merci. On fait comme ça. Merci. Souplesse, agilité, plaisir, bonheur, adaptation. Ok, eh bien, écoutez, je vais travailler ma capacité de synthèse et puis j'ai vraiment envie qu'on puisse quand même continuer la conversation d'une façon ou d'une autre à un autre moment. Dans ces cas-là, on en a vu 3 sur 4, c'est déjà bien et je vous laisserai compléter avec, pour la notion de sens, il y a un outil qui est magique, qui s'appelle le cercle d'or. Si vous ne connaissez pas, là aussi, il faudrait que je mette des liens d'un monsieur qui s'appelle Simon Sinek. Et le cercle d'or, c'est un outil magique. Ça vous dit quelque chose. Voilà, commencez par le pourquoi. Et c'est vraiment un outil magique dont je me sers au quotidien, au début d'une réunion, au début d'un projet, enfin, dans plein de situations. Et commençons toujours par le pourquoi on fait les choses. Et prendre cet exercice, faire cet exercice-là au démarrage d'une réunion à distance, de commencer par le pourquoi on fait cette réunion. Après, les modalités, après les résultats, ça viendra. C'est une façon, parmi d'autres, en tout cas, de renforcer la notion de sens. Et au bout d'un moment, ça devient un réflexe qui nous permet de nous dire parfois, mais je me rends compte que je ne sais pas pourquoi on fait ça. Et dans ces cas-là, d'aller chercher peut-être auprès de notre hiérarchie ou dans notre tête la question de à quoi est-ce que ça participe. Cercle d'or, c'est Simon Sinek. Je mets son nom ici. Simon Sinek, c'est comme ça. Voilà. Vous pouvez compter sur moi pour que je rajoute le lien vers une vidéo qu'il a faite qui est super inspirante et qui qui pourrait vous inspirer également. Donc, vous voyez, dans tous ces outils-là, en fait, il y a une nécessité en lien avec le travail à distance, mais finalement, ça va même au-delà du travail à distance et ça va sur finalement comment on manage le mieux possible, en sachant, et ça va nous permettre d'aller vers la fin, que je suis persuadée que le management à distance, c'est l'exercice ultime du manager. C'est une sorte de baptême du feu. Et que tant qu'on ne l'a pas vécu, on n'a peut-être pas fait complètement les contours de ce que c'est que manager. À mon sens, ce sont les mêmes compétences qui sont nécessaires, mais un niveau d'exigence qui est beaucoup plus fort et du coup un défi encore plus grand. Je ne parle même pas du défi technique. Donc, je vais vraiment vous inviter et je vous inviterai peut-être à compléter le retour vers le futur là de votre côté, parce que là, ça va être un petit peu difficile de le faire là. Mais je vous inviterai vraiment à vous interroger sur, OK, parmi tout ce qu'on a vu entre finalement impact sur la motivation, ce qui change et ce qui ne change pas, et puis ces 4 leviers qui sont essentiels tout le temps, mais en particulier lorsqu'on travaille à distance, je vous inviterai à réfléchir à, dans tout ça, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, qu'est-ce que ce serait? Et puis également, que vous puissiez identifier le prochain petit pas possible. Est-ce que, justement, parmi tout cela, il y en a forcément un qui vous parle un petit peu plus? Et la prochaine toute petite chose que vous voulez faire avec vos équipes pour justement que, à distance ou en présentiel, l'envie d'aimer les lundis matins soit là. Je termine avec ça en vous invitant à me faire signe sur LinkedIn, par mail, à m'appeler éventuellement si vous souhaitez qu'on prolonge l'échange. Une petite actu en passant, j'anime une formation les 2 et 3 novembre sur les piliers du management. On parlera entre autres de management à distance, mais pas que. Donc, on a des chouettes locaux en centre-ville, près de la Place Royale, pour ceux qui connaissent. Donc, n'hésitez pas à nous faire signe. Et puis, je rajoute également qu'on mène en ce moment une enquête sur le vécu du management à distance auprès de personnes que l'on connaît, mais aussi de personnes qu'on ne connaît pas. Donc, je vais simplement rajouter ici si vous souhaitez juste participer à cette rapide enquête, environ une quinzaine de minutes,
qui nous permet de continuer à bien affiner les besoins en matière de management à distance. Je serais vraiment ravie de pouvoir échanger avec vous. Donc, si vous souhaitez participer à l'enquête, vous pouvez soit me faire signe sur LinkedIn ou alors nous m'indiquer juste vos coordonnées